D3 TV, la chaîne du divertissement avec des films et séries inédits, des émissions innovantes et interactives, des magazines captivants et enrichissants. D3 TV, la chaîne authentique. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de D3 TV, merci de suivre Recto Verso, votre émission quotidienne d'information et de décryptage qui aborde tous les sujets de développement avec un accent particulier sur les thématiques en lien avec la société, l'économie, la culture et les sciences. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous parlons d'argent, mais aussi de crédit. Bien entendu, nous faisons allusion à la banque, au système bancaire de manière générale. Dans une approche pédagogique avec nos invités, nous discuterons des missions fondamentales de la banque. Il sera question également du lien structurel qui existe entre les banques et les notions comme la société, l'économie et le développement. Intermédiation financière, inclusion financière, transactions, bancarisation, régulation bancaire, quelques notions de prime abord techniques, mais qui n'auront aucun secret pour vous à la fin de cette émission spéciale dédiée au système bancaire au Mali. Merci d'avoir fait le choix de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous juste dans une minute pour entrer dans le vif du sujet. Monsieur Modibo Mao Makalo, merci d'avoir répondu encore une fois à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à vous, à vos collaborateurs, à mon co-débatteur et aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'une banque, pour commencer? Vous savez, une banque, les banques ont toujours existé, mais sous plusieurs formes. Parce que les banques font ce qu'on appelle l'intermédiation financière, c'est-à-dire qu'elles collectent les dépôts de leurs clients et elles font des crédits ou prêtent aux ménages, aux entreprises ou même à l'État, à ceux qui en ont besoin. Donc c'est cela une banque, et il y a plusieurs sortes de banques. Et évidemment, les banques de développement ne sont pas dans notre cadre, mais nous avons ce qu'on appelle une banque classique, c'est une banque commerciale. On appelle aussi une banque de détail. Mais aussi, c'est elle qui collecte les crédits, les dépôts pour faire des crédits. Et ensuite, vous avez les banques d'investissement qui servent d'intermédiaires entre les marchés financiers et ceux qui ont besoin des investissements à long terme, comme l'État, les sociétés industrielles et minières, ou bien même des particuliers, en tout cas. C'est un lien avec les marchés financiers. Et vous avez les banques universelles qui font les deux. Mais généralement, la réglementation, surtout aux États-Unis, ne permettait pas cela, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Docteur Khalid Dembélé, merci d'avoir répondu encore une fois à notre invitation. Au plaisir. Alors, quelles sont les missions fondamentales des banques, au-delà de ce qui vient d'être dit par M. Makalo? Au-delà de l'intermédiation financière, les banques mettent à la disposition de leur clientèle ce qu'on appelle les moyens de paiement. Qu'il s'agisse des chèques, qu'il s'agisse de la monnaie scripturale, les jeux d'écriture au niveau des guichets, qu'il s'agisse de la monnaie fiduciaire, les billets de banque qu'on a entre les mains, sont des instruments qui sont effectivement donnés, mis à la disposition par les banques. Les banques, au-delà de cela également, gèrent ce qu'on appelle les risques. Quand je dis cela, je pense tout de suite au risque de crédit, l'insolvabilité d'une situation donnée dans laquelle un client de la banque peut se retrouver. Donc les défauts de solvabilité sont également gérés par la banque. Une autre mission, évidemment, en jouant l'intermédiation financière, ça veut dire que la banque fait trois sortes de transformations. Intermédiation financière, s'il vous plaît, oui. Pourriez-vous définir cette notion? L'intermédiation financière, c'est effectivement collecter ceux qui sont en excédent de financement ou en excédent de trésorerie
trésorerie. Les entreprises ou les particuliers qui ont des sous et qui n'en ont pas tout de suite besoin, c'est de collecter ces fonds-là et les mettre à la situation de ceux qui sont en déficit de trésorerie ou qui ont un besoin de financement. Donc la banque est au milieu entre ceux-là qui ont ce désir d'épargner et ceux-là qui ont ce désir effectivement de financer leur activité. Donc la banque joue le rôle d'intermédiation. Merci pour cette parenthèse. Nous continuons avec la mission. Une dernière mission qui me semble être primordiale, en jouant ce rôle d'intermédiation financière-là, en aidant à collecter ceux qui sont en excédent de trésorerie pour mettre à la disposition de ceux qui sont en déficit de trésorerie, la banque aide la société à se développer. En faisant quoi? À travers des investissements. Une entreprise qui est dans une situation où elle veut financer ses projets, l'entreprise peut s'adresser à une banque, la banque met à la disposition les crédits désirés et l'entreprise peut investir. En investissant, l'entreprise va embaucher. En embauchant, c'est le taux de chômage par définition, population active n'ayant pas d'emploi qui va baisser. Donc ça aide la société à être en activité, ça aide la société à être en dynamique. Donc en résumé, la banque joue un rôle d'intermédiation financière. La banque gère les moyens de paiement, elle met à la disposition de ses clients. La banque aide à gérer également les risques et la banque aide également la société dans cette dynamique-là à se développer. Alors, M. Makalou, comment fonctionne le système bancaire au Mali de manière générale? Le système bancaire au Mali, vous savez, nous faisons partie d'un regroupement, une organisation d'intégration sous-régionale qui s'appelle l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, et d'une autre organisation qui s'appelle l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Excusez-moi de vous interrompre, quelle est la différence entre ces deux notions, UMOA et UEMOA? L'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, a été créée le 12 mai 1962 et c'était créé par 6 pays. Pour créer le nouveau CFA, parce que vous entendez beaucoup, le CFA c'est une monnaie coloniale. À l'indépendance, les pays d'Afrique de l'Ouest avaient ce CFA colonial. Mais le 12 mai 1962, ces pays ont signé un traité, un accord de coopération monétaire avec la France pour créer le franc CFA, franc de la communauté financière africaine. Donc, depuis 1962, et le hic, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, on a commencé par l'intégration monétaire avant l'intégration économique. On a un peu inversé les choses. Donc, 1962, création de l'UMOA, et 1994, création de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, l'UMOA a créé la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le siège est à Dakar maintenant, mais dont le siège se trouvait initialement à Paris. Et c'est à partir de 1975 qu'il y a eu d'ailleurs l'africanisation de la BCEAO et qu'on a eu le premier gouverneur africain. Et en 1977, je pense, le siège a été transféré à Dakar. Et l'UMOA, le siège se trouve à Ouagadougou. Donc, mais ce sont les mêmes organisations, ce sont les mêmes pays. Et l'ultime organe de décision, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Donc, ce sont les chefs d'État de l'UMOA et de l'UMOA, ce sont des organisations jumelles avec les mêmes représentants, les mêmes pays. Mais deux organisations distinctes, mais complémentaires. Merci pour cette clarification. Nous revenons maintenant à la notion du système bancaire au Mali. Donc, le système bancaire au Mali est supervisé en principe par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est l'institut d'émission. Et cette banque centrale a en charge l'élaboration et la mise en œuvre de la politique monétaire. Et cela a été dit plus tôt. Donc la gestion de la masse monétaire et la gestion du crédit à travers les taux d'intérêt se fait par cette banque centrale, de même que la supervision du système financier et la fiabilité du système financier. Mais on a une gestion particulière en Afrique de l'Ouest parce que depuis le 24 avril 1990, les ministres des Finances de l'Union monétaire ouest-africaine, l'UMOA, ont créé à Ouagadougou ce qu'on appelle une commission bancaire pour superviser la réglementation bancaire. Donc c'est cette commission bancaire qui est basée à Abidjan, qui donne les agréments, les retire, qui sanctionne les banques et qui s'assure que la réglementation est effective. Donc c'est comme ça que ça se passe en Afrique de l'Ouest pour les 8 pays qui ont en partage le franc CFA. Docteur Khalid, quel est le lien entre la notion de banque et quelques notions telles que la société, l'économie et le développement?
La banque, de par son rôle de l'intermédiation financière, on va dire, finance l'activité économique, finance l'économie réelle, finance l'activité des biens et des services. La banque finance la production de tous les jours. Quand on veut prendre du carburant, on doit savoir que cette monnaie-là a transité par plusieurs banques avant d'arriver entre nos mains. La banque finance des projets d'entreprise, je l'ai dit tantôt, à travers la création d'emplois. Et c'est là où son lien avec la société devient encore beaucoup plus intéressant. Parce qu'une société a besoin d'occuper ses hommes. Une société a besoin de mettre en travail sa jeunesse. Et cette jeunesse-là, qui de par moment peut avoir des idées intéressantes pour effectivement satisfaire des besoins au sein de la société, peut avoir besoin des fonds de financement. Et ces fonds de financement-là, la banque reste une alternative crédible et sérieuse face à qui on peut effectivement demander le financement de notre projet. La banque aide également, à travers la société, aide également l'économie, parce qu'en finançant les activités de production, on finance la création d'emplois. Quand on finance la création d'emplois, il y a un indicateur de macroéconomique très précieux en matière d'analyse économique, qui est le taux de chômage qui va baisser. Alors, le taux de chômage baisse, c'est synonyme d'augmentation du pouvoir d'achat, donc de la consommation. Quand la consommation augmente parce que le pouvoir d'achat a augmenté, forcément les entreprises vont davantage s'organiser pour produire. Donc en produisant, on va encore embaucher. Dans ce cercle-là, la banque aide l'économie, mais aussi et surtout, comme l'économie s'intéresse aux activités et aux faits sociaux, la banque aide également la société. Un élément complément à ce que l'ENE vient de rapporter, au-delà de la BCAO, de la commission de l'UEMOA, nous avons depuis 2016 au sein du Mali ce qu'on appelle Centre national de traitement des informations financières, la CENTIF, qui effectivement lutte contre le blanchiment d'argent, qui lutte contre le financement du terrorisme, qui est également un organisme qui est en rapport très étroit avec les banques dans la surveillance de certaines activités quant au blanchiment d'argent et effectivement au terrorisme. Donc le fonctionnement au-delà de la BCAO et de la commission bancaire, nous avons également ce dispositif interne-là qui veille également à ce que les activités de blanchiment et de financement du terrorisme puissent ne pas s'effectuer. Au regard de ces éléments, M. Makalou, est-il logique de dire que la banque est d'abord et avant tout un outil socio-économique? Oui, absolument, il l'a dit, c'est un outil de financement de l'économie nationale et d'ailleurs c'est un peu ce que je leur reproche un peu parce que avec un taux directeur, c'est-à-dire le taux principal auquel les banques se refinancent auprès de la Banque centrale de 3,25%, qu'on ne puisse pas, le coût du crédit ne soit pas abordable dans nos pays et qu'on finance, que la durée des prêts aussi soit assez courte. Alors qu'on ne peut pas financer les investissements avec des taux élevés et avec des durées courtes de remboursement des prêts. Donc je reproche un peu à la BCAO et certains de mes collègues me disent « Oui, mais c'est pas, nous donnons des orientations, mais nous ne pouvons pas faire aux banques. » Je dis « Mais non, si vous donnez les incitations nécessaires, évidemment ça se fera, mais on revient encore à la vision stratégique et au leadership politique. Parce que quoi qu'on dise, la politique économique, c'est l'apanage des autorités publiques. C'est elles qui élaborent les politiques publiques, y compris la politique économique, donc la politique fiscale et la politique monétaire. Je l'ai rappelé, l'organe suprême de décision de la BCEAO et de l'UEMOA, c'est quand même la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et en dessous de celle-là, vous avez la conférence des ministres. Bon, donc, et c'est cette conférence des ministres qui, quand même, les chefs d'État fixent des orientations et les ministres font que, en tout cas, la commission ou le gouverneur de la Banque centrale puisse les appliquer. Donc, c'est toujours l'apanage des politiques, des autorités politiques. Maintenant, ceci dit, le taux directeur, il l'a dit, la Banque centrale a pour objectif principal de maîtriser l'inflation, c'est-à-dire la hausse du niveau général des prix, que ce soit les biens et les services que nous consommons tous les jours. Okay. Donc cette stabilité de l'inflation, la Banque centrale s'est fixé un objectif cible de 1 à 3%. Là encore, j'ai un petit problème parce que nous sommes 1 à 3%. Et la Banque centrale européenne a un objectif cible de 2%. La Fed américaine, la Federal Reserve Bank, qui sert de Banque centrale des États-Unis, a un objectif de 2%. Et nous sommes entre 1 et 3%, ce qui fait une moyenne encore de 2%. Est-ce que nous avons les mêmes contextes économiques? Est-ce que nous avons les mêmes besoins de financement? Je pense que non.
Donc je pense qu'il va falloir revoir un peu cette copie. Moi, je voudrais bien un peu plus d'inflation de création d'emplois, mais un peu plus d'inflation, mais qu'il y ait plus de crédit aussi pour le financement de l'investissement et de la croissance dans nos pays. Donc la Banque centrale là, régule la masse monétaire, c'est elle qui fait en sorte que la monnaie fiduciaire soit disponible dans les banques centrales. Quand on parle de monnaie fiduciaire, ça veut dire la monnaie qui est disponible, les billets et les pièces de les billets de banque et les pièces de monnaie, plus l'argent liquide qui se trouve dans les banques. Et Khalil a parlé de la monnaie scripturale. La monnaie scripturale, c'est la monnaie qui est électronique, si vous voulez, écriture scripturale, c'est étymologiquement, ça vient d'écriture, donc c'est un peu la monnaie électronique. Et donc, elle régule cela à travers le taux directeur. Enfin, il y a 3 taux directeurs, mais le principal, c'est le taux directeur de 3,25 auquel les banques empruntent auprès de la Banque centrale. Mais il y a le taux de la facilité marginale de crédit, c'est-à-dire que, évidemment, les banques les banques qui ont besoin entre elles de se prêter de l'argent, au bout de 24 heures, peuvent le faire. C'est ce qu'on appelle le taux interbancaire. Et ça, c'est un taux plafond. Et le taux plancher, c'est la facilité de dépôt. Donc, les banques qui ont des liquidités qui sont surabondantes peuvent prêter aussi à la Banque centrale. Donc, quand la Banque centrale fixe le taux plancher et le taux plafond, évidemment, ça permet aux banques de se situer dans cette fourchette. Et donc, quand il y a cette fourchette, évidemment, elles font en sorte aussi de répercuter ça sur les clients. Donc, c'est là que, évidemment, on peut relancer l'économie en baissant le taux directeur, ou on peut essayer de lutter contre l'inflation en augmentant le taux directeur. Voilà, mesdames et messieurs, introduite cette émission thématique sur le système bancaire au Mali. Nous soufflons et nous revenons pour la partie autopsie de cette émission. Voilà, de retour sur le plateau. Monsieur Makalou, je voudrais vous demander aujourd'hui comment se schématise la mission d'intermédiation financière, de transformation de l'épargne en investissement productif de la banque. Bon, comme vous le savez, le contexte fait qu'aujourd'hui, nous avons 14 banques et 3 établissements financiers dans notre pays et nous avons un taux de bancarisation assez faible, moins de 25%, mais qui est dans la moyenne sous-régionale. Bon, vous savez, l'accès au crédit, il faut quand même un certain nombre de choses. Et les banques, évidemment, maintenant, elles ont beaucoup d'agences à l'intérieur du pays, mais ça coûte cher. Ce sont des frais fixes très élevés. Mais et on en parlera certainement, avec l'avènement de la numérisation, de la mobile money. Évidemment, cela a beaucoup changé et donc le taux a beaucoup augmenté d'inclusion financière jusqu'à presque la moitié de la population parce que la téléphonie mobile est vraiment, nous avons quand même une vingtaine presque une trentaine de millions d'abonnés, en tout cas de SIM, de cartes SIM. Donc cela fait que évidemment l'accès aux services financiers a augmenté avec la FinTech, c'est-à-dire la digitalisation des services financiers. Donc, ce sont ces compagnies innovantes, entrepreneuriales, mais qui ont noué des partenariats avec les banques et les grands établissements commerciaux et puis industriels. Donc maintenant, l'intermédiation se fait ici généralement en milieu rural, à travers les caisses d'épargne qui font du crédit, mais à des taux très élevés. Et en milieu urbain, évidemment, je l'ai dit, la bancarisation est faible, mais avec l'accès à la téléphonie et au mobile money, bon, il y a un problème aussi, c'est le problème énergétique. Parce que si vous n'avez pas l'électricité, si vous n'avez pas accès à l'énergie, c'est difficile d'avoir accès à ces services numériques, digitaux. Et puis, si vous n'avez pas une connexion fiable aussi, et qui marche aussi avec l'électricité, et sans compter la fiabilité de la connexion et le coût de la connexion. Parce que à mon avis, qui coûte encore un peu cher chez nous. Donc, je pense que tout cela fait partie encore de la vision stratégique que nous voulons tracer, parce qu'il faut se retenir que 45% du produit intérieur brut de notre pays
c'est le secteur des services et en grande partie, ce sont les services numériques, les services financiers aussi. Donc, évidemment, il va falloir que nous mettions l'accent sur cela parce que dans les grands centres urbains, ça pourrait faire augmenter en tout cas le taux d'emploi et surtout faire en sorte que la précarisation puisse diminuer parce que, vous savez, dans notre pays, nous avons un drame, c'est que nous avons 95% des emplois qui sont informels. Et nous avons une économie presque informelle et je pense qu'à travers les services digitaux et financiers, on pourrait déjà réduire ce taux. Dr Khalid, l'intermédiation financière à l'aune de la productivité, à l'aune de la transformation? C'est bien possible en fait. Il va falloir qu'on réussisse le challenge de l'inclusion financière. Il va falloir que les banques, les systèmes financiers décentralisés, pour ne pas dire les institutions de microfinance, mais aussi et surtout les fintech et les opérateurs mobiles. Fintech définition, c'est une entreprise innovante qui se sert de la technologie pour offrir des services financiers. Exemple, à l'appui, vous avez Wave par exemple, qui peut être considéré comme fintech. C'est de la publicité. C'est vrai, c'est de la publicité. Nous ne manquerons pas de la facturer. Voilà, c'est ça. Donc oui, productivité, c'est une notion d'efficacité en économie. Et quand on est efficace, on atteint nos objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette dynamique-là, les banques doivent être capables de proposer des offres qui intéressent plus, on va dire, le besoin du marché. Aujourd'hui, quand vous additionnez ces trois catégories-là, les systèmes financiers décentralisés, c'est la même chose, les instituts de microfinance, les banques, mais aussi et surtout les fintech et les opérateurs mobiles. L'ensemble de ces parts-là, on se retrouve avec un taux de 45 à 55%. C'est encore, je vais dire, moindre. Mais quand on revient sur la bancarisation en elle-même, c'est 18 à 25%, pour ne pas dire 25%. Donc cette question-là interpelle au plus haut niveau. Comment faire pour effectivement augmenter l'éducation financière de la population sur des sujets concernés par la banque, afin que, oui, plus de projets, plus d'initiatives entrepreneuriales, plus d'intentions économiques dans le sens de la production puissent effectivement se matérialiser. Monsieur Makalou, est-ce qu'il existe un mécanisme national de promotion ou de développement de l'inclusion financière au Mali? Bon, je sais qu'il y a une association professionnelle des banques et établissements financiers. J'imagine que c'est ce travail qu'on promeut là-bas. Mais à mon avis, je pense que la Banque centrale a beaucoup fait ces derniers temps pour améliorer la réglementation. Vous savez, la pratique est toujours en avance sur la réglementation. Et avec les fintech aujourd'hui, les banques ont dû renforcer leur compétitivité, soit en s'associant avec ces fintech, soit en numérisant les services. Et à dernière date, c'est les paiements instantanés. La BCEAO a expérimenté avec cela. Donc maintenant, tous les virements sont instantanés. Okay. C'est-à-dire, la compensation est obsolète aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous déposez un chèque d'une autre banque sur votre compte, ça prenait 3 jours pour qu'on confirme, parce que les banquiers se réunissent tous les matins à 10 heures pour faire des transactions entre elles. Mais maintenant, c'est instantané. C'est censé, quoi. Ah oui, c'est vrai, parce que les gens m'ont dit, oui, vous avez déclaré que c'était effectif, mais nous, on n'a pas senti ça. Absolument. On a demandé dans les banques, et elles nous ont dit que c'est pas effectif encore. Lourdeur administrative? Certainement. Lourdeur administrative, souvent, je dirais même méconnaissance même de la part de certains agents de la banque, qui ne savent pas que, oui, cette mesure-là doit être systématique dès maintenant. Aujourd'hui, vous amenez un chèque, vous voulez vous plaindre, j'ai amené mon chèque depuis hier, je n'ai pas encore reçu, on te ressort la règle qui n'est plus d'actualité en disant que non, faites attention, c'est toujours 3 jours, c'est au-delà de 3 jours que vous devez... Il y a des gens qui ne sont plus pas. Voilà, donc c'est là où vous comprenez que oui, je crois que même au niveau de certaines banques, certains agents abusent toujours de cette règle-là, soit peut-être par méconnaissance ou par paresse. Et souvent à dessein aussi, à dessein parce qu'il y a le taux interbancaire. Ça c'est vrai. Parce que le marché monétaire, les banques se prêtent de l'argent au-delà pour un délai de 24 heures et c'est rémunéré à un taux d'intérêt.
Donc, si vous avez de l'argent quelque part et qu'on vous dit qu'il n'y a pas de connexion, ceci, peut-être, si on place ça sur 24 heures, c'est un revenu supplémentaire pour la banque, en tout cas. Bon, donc, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais je pense que ces réformes, c'est pour cela que c'est important. L'éducation financière dont il a parlé, c'est important. Et que ces associations, l'association professionnelle des banques et établissements financiers, que ce soit la BCEAO, il faut qu'elles sortent de leur cocon, qu'elles fassent de la communication à grande échelle et dans les langues nationales pour expliquer. Et puis aussi que ceux qui travaillent dans ces domaines soient quand même informés et formés. Parce que la formation, elle est continue. Tous les jours, évidemment, il y a des innovations. Et quand vous les adoptez, les vraies réformes sont faites avec les personnes qui les mettent en œuvre. Mais si c'est le top-down approach, ça ne va pas marcher. Hein? Donc, il faut que ce soit bottom-up et que vraiment ceux qui ont la main à la pâte soient pleinement informés et que les bénéficiaires soient pleinement informés. C'est là qu'on va aller vers plus d'efficacité et une plus grande bancarisation. Parce que l'activité économique, plus évidemment les transactions sont importantes, plus l'activité économique est importante. Plus on ralentit les transactions économiques, plus on ralentit l'activité économique. Et évidemment, ceux qui, quand même, dans le cadre de la mauvaise gouvernance, qui profitaient d'un système où l'information n'était pas instantanée, qu'ils sachent aujourd'hui que nous avons la numérisation et tout est instantané. On ne peut plus s'asseoir sur l'information, qu'elle soit politique, économique ou financière. Elle est instantanée et tout le monde peut avoir l'information en temps réel. Dr Khalid, quels sont aujourd'hui les enjeux, les défis structurels en termes d'inclusion financière au Mali? Et la formalisation économique. Moi, je pense qu'il l'a rappelé, nous sommes dans une économie qui souffre de l'informalité. Quand vous prenez la part de l'informel dans la production nationale, c'est pas moins de 70%. Et plus de 90% de la plupart de nos petites et moyennes entreprises n'ont pas de système comptable formel. Donc, ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir d'inclusion financière digne de son nom si la bancarisation, si les systèmes financiers décentralisés ne sont pas propagés, si toutefois les individus n'ont pas accès. Parce que chaque fois, la banque va demander la situation de la comptabilité, ce qui va encore impliquer la demande d'autres actes administratifs qui va permettre à l'État d'identifier ces entreprises-là, mais aussi surtout de les taxer, de gagner en taxes et en impôts. Donc, moi, je pense que l'enjeu de l'inclusion financière se retrouve dans la formalité. Plus on réussit l'inclusion financière, plus l'informalité au sein de l'économie va baisser. Deuxième aspect, c'est la cohésion sociale. Quand on va réussir l'inclusion financière, parce que par définition, c'est l'accessibilité au financement vis-à-vis des personnes en situation de vulnérabilité. Donc, ça veut dire que sur le plan social, beaucoup d'agents économiques qui se retrouvent dans des zones reculées parviennent à avoir accès et à matérialiser leurs projets économiques. Donc, deux enjeux fondamentaux. On va réussir en formalité économique et puis on va également réussir en cohésion sociale. Qui dit réussite formalité économique dit forcément augmentation des recettes fiscales, c'est-à-dire les recettes en rapport avec les impôts et les taxes. Impôts, par définition, c'est quand il y a contrepartie indirecte. Taxe, c'est quand il y a contrepartie directe. Donc, l'État va gagner en matière de recettes et pourra effectivement faire face, évidemment, à ses dépenses publiques. Monsieur Makamou, au-delà de l'inclusion financière, quels sont les défis structurels du système bancaire au Mali? Et comme il l'a dit, je vais rajouter juste que les recettes fiscales dont il parle, c'est quand même 90% des recettes budgétaires. Donc, c'est la quasi-totalité des recettes budgétaires qui permettent de financer les dépenses publiques. Les défis structurels, je pense que c'est la réglementation. Et je vous ai dit, la pratique est toujours en avance sur la réglementation. Mais avec la révolution numérique que nous traversons aujourd'hui, la digitalisation, je m'en rends compte aujourd'hui que les services bancaires, parce qu'auparavant, vous pouviez même faire déposer de l'argent sur votre compte, ça mettait du temps avant que vous puissiez y avoir accès, mais aujourd'hui c'est instantané. En principe, c'est instantané quand vous utilisez le mobile money, quand vous faites le e-banking. Et donc, évidemment, c'est dans le souci de compétitivité et parce que, évidemment, les fintechs qui sont là, les entreprises qui innovent et qui ont accès, parce que chacun client qui a même cherche l'efficacité et l'accès aux services financiers de manière instantanée. Donc, ceux qui sont en retard vont perdre beaucoup de clients.
Et aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a même des compagnies mobiles qui avaient essayé de créer des banques aussi. Il y a des néobanques qui existent, mais qui font la compétition aux banques commerciales. Et donc, évidemment, tout cela est une bonne chose, mais il faut encore qu'on accélère davantage cette éducation financière à l'intérieur des banques, mais aussi de la clientèle. Parce que, évidemment, moi je pense qu'il faut développer davantage les marchés financiers locaux, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que beaucoup de gens se méfient des banques. L'épargne locale qu'on peut captiver est beaucoup plus importante qu'elle pourrait l'être. Est beaucoup moins importante maintenant qu'elle ne pourrait l'être, parce que les gens n'ont pas beaucoup confiance. Mais si les gens savent que leurs ressources seront sécurisées et qu'on peut y avoir accès à tout moment, parce qu'en réalité, une banque commerciale, le deal, c'est que vous déposez votre argent, à moins que ce soit dans un compte bloqué, vous devriez pouvoir y avoir accès à tout moment. Mais la réglementation ensuite, à Bâle III de la Banque des règlements internationaux, est en train de faire qu'on doit augmenter les fonds propres des banques. Parce que, évidemment, avec la crise financière, les ratios prudentiels, on doit les améliorer. Parce que et je pense que c'est maintenant 20 milliards de capital social qu'il faut avoir. Et tout cela pour quand même protéger les clients des risques de manque de liquidité ou de faillite des banques. Donc, je pense que tout cela concourt à un meilleur service pour la clientèle. Mais je pense que, évidemment, il faut que la Banque centrale soit un peu plus diligente pour s'adapter aux réalités du terrain. L'enjeu de la régulation, Dr Khalid, aujourd'hui, quel mécanisme concret pour une meilleure régulation bancaire? Moi, je pense que quand on parle de la régulation bancaire au Mali, on doit parler de la régulation bancaire dans le cadre de l'UEMOA. Parce que le système bancaire malien s'inscrit dans le cadre de, on va dire, du dispositif prévu par l'UEMOA en la matière. Il a rappelé quelque part, les ratios prudentiels, généralement, les ratios les plus importants tournent autour de la solvabilité. En fait, on doit s'assurer que les banques sont dans les dispositions de, on va dire, de faire face en cas de risque de crédit ou en cas de situation où les banques ne pourront pas être appelées à faire face à leurs engagements. Donc, généralement, effectivement, il faudrait, sur le capital total, il faudrait au minimum, je crois, sauf erreur de ma part, 11 à 12% de participation dans le capital total qui doit être le fonds propre. Donc, moi, je pense que partant de ce postulat-là, il y a déjà un ensemble d'arsenal qui est effectivement prévu pour ce débatterie de protection et pour la banque, mais aussi et surtout et pour les clients. Je pense que pour revenir un peu au défi structurel, il est important de rappeler que aujourd'hui, nous avons dans le processus, et je ne pense pas si ce n'est même pas, je pense que si ce n'est même pas à cause de ça que le taux de bancarisation ne décolle pas comme il le faut. En fait, les procédures d'identification et de vérification de l'identité du client, quand un client veut souvent ouvrir les comptes, les pièces que nous demandons, les banques nous demandent, souvent, ça peut décourager. C'est-à-dire, les banques, souvent, avec ces processus-là, compliqué, ça peut effectivement décourager en fait l'ouverture de comptes. Mais également, il y a un autre défi que les banques doivent réussir, en fait, c'est le défi en rapport avec le collatéral. Certains parlent de garantie. En fait, pour les entreprises, des petites et moyennes entreprises, très généralement, les collatéraux qu'on réclame sont souvent insuffisants. Moi, je pense que les titres fonciers, tout le monde n'en a pas accès pour garantir ses prêts. Donc, il est important en termes de défi que les banques puissent également réfléchir sur ce point de vue-là et faire en sorte qu'on puisse sortir de ce cadre-là et augmenter notre taux de bancarisation qui va effectivement augmenter le taux d'inclusion financière. Alors, sur la notion de financement, justement, les entreprises portées par les jeunes se plaignent justement de cet accès difficile au financement. Qu'est-ce qui explique ce état de fait, M. Makalou, et quelles peuvent être les alternatives aujourd'hui pour favoriser un meilleur accès au financement? Oui, c'est le problème de la création monétaire, parce que la banque, si vous déposez de l'argent là-bas, elle doit le prêter. Mais quand elle le prête, il y a un risque inhérent, qu'on appelle la prime de risque que la banque ajoute, évidemment, c'est un taux d'intérêt. C'est pour cela, évidemment, il faut qu'il soit raisonnable, mais je pense qu'il est assez élevé, ce qui augmente la rentabilité des banques. Et cette prime de risque doit couvrir un certain risque de non-remboursement. Parce que si la banque n'est pas remboursée, évidemment, il n'y aura plus de création monétaire, parce que la banque aussi
doit collecter un certain nombre de ressources pour couvrir les prêts qu'elle fait. Il a parlé de solvabilité, mais la liquidité inhérente dans une banque est très importante aussi. C'est pour cela qu'il faut assez de ressources pour couvrir les besoins entre ce que les clients viennent déposer et ce que les clients empruntent aussi. Donc il faut cet équilibre-là à tout moment et c'est géré à travers la trésorerie d'une banque. Généralement, il y a toujours un département par rapport à cela qui est en contact et avec les banques centrales et avec les banques primaires et avec les marchés financiers. Donc, bon, maintenant, en dehors de cela, je pense qu'il faut quand même réfléchir beaucoup à voir comment le système bancaire en lui-même peut davantage financer l'économie nationale. Parce que pour moi, c'est ça l'enjeu. Parce que les entreprises, on l'a dit, mais vous savez, il y a le ministère de l'économie et des finances qui a fait une étude. 98% des unités économiques au Mali sont informelles. C'est-à-dire qu'il y a le fonds de garantie du secteur privé qui a été créé, mais qui est d'une utilité réduite. Et pendant la Covid, je pense que 20 milliards a été mis à leur disposition, qu'ils ont mis en DAT. Bon, ils se plaignent qu'il n'y a pas assez de... DAT, dépôt à terme. Il y a certains qui se plaignent, qui disent qu'ils ont été là-bas. Moi-même, j'ai envoyé des gens là-bas qui sont allés demander. Et à l'intérieur du fonds de garantie, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Bon, vous voyez, je schématise, mais donc je pense qu'il faut quand même trouver les moyens, parce qu'il avait même été question de créer une banque des petites et moyennes entreprises aussi. Mais la Banque malienne de solidarité a été créée sur ce modèle, parce que ça a été un modèle qui a été vu en Tunisie. Donc avec la fusion avec la Banque de l'Habitat du Mali, il s'agissait surtout de financer les entreprises maliennes. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'on vous demande la garantie, on vous demande des pièces d'identité qui ne sont pas toujours accessibles aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas être un client d'une banque, ouvrir un compte, si vous n'avez pas une pièce d'identité fiable, biométrique, de nos jours. Ce n'est pas possible avec la numérisation. Hein, parce qu'avec le e-banking, il faut absolument que cela soit fiable, et que vous ayez une adresse, et que vous soyez formalisé, que vous ayez des comptes, des états financiers disponibles. Bon, si votre entreprise est informelle, c'est difficile. Mais je pense qu'on doit être un peu imaginatif, un peu innovant, pour quand même passer ce cap-là, aller vers les fêtières, discuter avec elles, et puis voir un peu comment on peut innover, et puis comment on peut alléger les procédures administratives. Docteur, je vais vous faire réagir. Je voudrais peut-être poursuivre avec M. Makalo sur un peu les critères. Quels sont aujourd'hui ces critères de solidité sur lesquels les banques s'appuient pour financer les projets portés par les jeunes? Mais vous savez, par définition, un crédit même à un individu, c'est que la quotité cessible, c'est-à-dire si vous gagnez 100 000 francs, la banque ne peut pas dépasser un tiers de votre revenu. Et donc, si votre salaire est viré, ils vont vous demander de domicilier votre crédit chez nous, et ensuite ils vont voir la quotité cessible. Ensuite, ils vont voir par rapport au prêt que vous avez demandé, avec les intérêts, jusqu'où ça peut aller, etc. Mais le rôle de la banque, c'est de s'assurer que vous allez rembourser le crédit. Parce que si vous ne remboursez pas le crédit, évidemment, ça devient un crédit douteux et litigieux. Et en période de difficulté économique, cela augmente et cela diminue les fonds propres et peut même entamer la rentabilité, sinon l'existence de la banque, s'il y a atteint un certain niveau. Et donc c'est pour cela que je vous ai dit que cette commission bancaire a été là-bas et que c'est supervisé étroitement aussi par la Banque centrale, qui s'assure aussi, parce que qui suit régulièrement les banques aussi pour voir un peu quel est leur niveau de liquidité. Et elle le sait aussi parce qu'à travers le marché interbancaire, c'est-à-dire quand les banques se prêtent de l'argent, elle sait quelles sont les banques qui sont liquides, quelles sont les banques qui ne sont pas liquides. Et elle voit aussi quelles sont les banques qui se refinancent auprès d'elle. Et en période de difficulté, il y a des méthodes non conventionnelles qui sont utilisées par les banques centrales. Le forward guidance, par exemple, sur indiquer comment les taux d'intérêt vont s'aligner dans les jours à venir. Ça permet aux opérateurs économiques en période difficile de s'adapter à la conjoncture. Bon, mais aussi, il y a l'assouplissement quantitatif qui permet aussi, quantitative easing, qui permet aussi à la banque d'injecter des liquidités en rachetant des obligations des entreprises et aussi des titres d'État. Donc, toutes ces méthodes-là permettent aux banques centrales de vraiment participer à la conjoncture économique, à réguler et à faire en sorte que l'économie soit stable.
Le Mali fait face à une série de crises multiformes, Dr Khalid, dans cette structuration de l'économie malienne. Je ne sais pas si je fais le bon apprenti économiste. Oui. Est-ce que le système bancaire a su répondre présent? Bon, les banquiers pouvaient peut-être, les praticiens de la banque peuvent être mieux placés pour dire s'ils ont répondu présent ou pas. Moi, je pense qu'ils essayent. Peut-être ils n'arrivent pas comme on le souhaite. Ils essayent de faire de leur mieux à travers... Parce qu'on a parlé aussi de la garantie du collatéral, de les complications au niveau de l'ouverture des comptes, mais il est important de rappeler aussi que le crédit est fonction de plusieurs choses. Il a parlé de la solvabilité. Il est important que peu importe la situation du pays, une banque ne peut pas se permettre de prêter comme on souhaite qu'elle prête n'importe comment. Il y a des critères financiers sur la base de quels critères en fait le prêt doit effectivement s'adosser. La solvabilité, la crédibilité, les états financiers, la comptabilité, certains fichiers doivent être sincères dans l'appréciation de la chose. Et force est de reconnaître que moi je pense que même si elles essaient de faire de leur mieux, elles peuvent faire plus, absolument, notamment en revoyant un peu ces taux d'intérêt souvent qui font mal à la tête. Dr Khalid Dambélé a mal à la tête, nous soufflons pour nous permettre de prendre un thé rapidement et nous revenons pour la dernière partie de cette émission consacrée au système bancaire. De retour sur le plateau, par magie, Dr Khalid n'a plus mal à la tête. C'est aussi ça le secret de D3 TV. Nous avons cette aptitude à résoudre beaucoup de problèmes. Monsieur Khalid, vous confirmez bien? Affirmatif, voilà. Ça va mieux. Ok, voilà. Nous revenons vers Monsieur Makalou. Alors, Monsieur Makalou, aujourd'hui, quels sont les services et produits méconnus du système bancaire par le grand public? Parce que pour nous, on ne connaît que le crédit, les salaires. Est-ce qu'il y a d'autres services et d'autres produits développés par les banques? On l'a dit, il y a les crédits, il y a les dépôts, il y a les moyens de paiement, mais n'oublions pas aussi que les banques aussi sont évaluées à la bourse et que beaucoup de banques sont rentables. D'ailleurs, je viens de voir le classement des 10 plus grandes banques de l'Afrique de l'Ouest, de l'UMOA, en 2024. Sur les 5 premières, 4 sont ivoiriennes et une burkinabé. Bon, sur les 10 quand même, il y a une malienne. Bon, donc, l'honneur est sauf. Okay. Donc, ça veut dire que aussi que, évidemment, nous avons une seule banque qui se trouve au niveau de la Bourse régionale des valeurs de l'UEMOA, la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. Mais c'est une banque assez rentable. Évidemment, il s'agit de voir un peu comment ces banques-là peuvent interagir davantage avec les entreprises nationales. Et financer les projets nationaux. Par exemple, nous avons notre société d'électricité aujourd'hui qui est en difficulté, mais non, qui n'a pas la trésorerie qu'elle souhaiterait avoir parce que les banques ne veulent pas lui prêter. Donc, vous savez, tout cela se tient les uns dans les autres, mais je pense que l'un dans l'autre, il faut que nous soyons assez imaginatifs, qu'on innove davantage. Parce que si on se fixe des lourdeurs administratives uniquement, rien ne pourra bouger. Mais je pense qu'il faut un minimum de garantie, parce que la banque, c'est d'abord la confiance. C'est la confiance des clients en ceux qui gèrent leur argent. Et c'est la confiance des banquiers en ceux à qui ils prêtent de l'argent, pour qu'ils remboursent aussi. Et donc, cela, tout le système se tient, l'économie circulaire. Quand il y a des goulots d'étranglement à un niveau, évidemment, c'est toute l'économie qui en pâtit et que Dieu nous en garde. Amina Rabi, Dr Khalid, le modèle de paiement? Modèle de paiement, sur les services méconnus, les services et produits méconnus du système bancaire? Je pense que de plus en plus, les banques ont un dispositif de marketing. Beaucoup de banques communiquent de plus en plus sur leurs offres. Mais il faut reconnaître que dans les innovations, c'est vrai qu'ils communiquent, mais je ne pense pas que le grand public est au courant de cela. Par exemple, la carte Visa, c'est vrai que le montant est limité par rapport à certaines transactions hebdomadaires, mais c'est quand même une carte très pratique qui permet effectivement de gérer certaines situations, étant dans le pays
comme effectivement à l'extérieur. Mmh. Les découvertes n'est pas certes une innovation, mais je me dis, est-ce que beaucoup de salariés sont au courant? C'est-à-dire ceux qui viennent de commencer à travailler, est-ce qu'ils savent que... Oui, c'est l'information ne circule pas voilà, assez. Est-ce qu'ils savent que... Donc je pense que les banques doivent davantage plus augmenter leur capacité de communication sur leurs propres services financiers, et les utilisateurs aussi doivent aller à l'information pour davantage avoir... pour davantage être mieux informés afin de faire face à certaines de leurs dépenses à travers ces services financiers-là. Je voudrais rajouter un peu un élément qui me semble être d'une importance assez capitale. C'est quoi? C'est que l'activité de la banque est également une activité qui est liée à la dynamique de l'économie. En fait, les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Tout à l'heure, il a parlé du classement bancaire avec au moins 4 banques ivoiriennes qui s'arrogent les 4 premières places. Mais quand on regarde également l'activité en Côte d'Ivoire, quand on regarde l'économie ivoirienne, on voit que c'est logique. En fait. Et pourquoi c'est logique? Parce que derrière, il y a une vision. Je vous donne l'exemple de 2 pays. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour faire de la publicité gratuite pour un politique, mais durant les 15 dernières années, on voit la vision de l'infrastructure. Le Maroc, durant les 20-25 dernières années, on voit la vision de la transformation industrielle rapide. Donc tout ça participe aussi à la dynamique de l'activité bancaire. Absolument. Plus l'activité existe, plus les agents économiques s'épanouissent, plus la banque a tendance également à jouer son rôle de financement. Et quand vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, un budget qui avoisine les 20 000 milliards, chez nous, nous sommes aux alentours de 3 000 milliards. C'est pas si évident que, oui, nos banques se retrouvent à la traîne. Parce que l'activité bancaire dépend aussi de la capacité de l'économie à vouloir effectivement s'autofinancer. Et ça ne se fait pas sans les banques. M. Makalou, vous voulez interagir? Non, je suis entièrement d'accord avec lui. On revient encore au leadership politique et à la vision stratégique. Et donc, le développement, je vous l'ai dit, c'est un processus, mais il faut fixer le cap et se donner les moyens de ses ambitions. Il faut réduire les coûts des facteurs de production. Il faut améliorer la lisibilité et la visibilité des politiques publiques. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Si vous savez que ceux qui sont au pouvoir comptent faire dans les 20 prochaines années ou dans les 30 prochaines années, et qu'elles maintiennent le cap, mais ça vous rassure. J'ai l'habitude de dire que l'argent n'aime pas le bruit, mais l'argent, c'est-à-dire il y a des facteurs qui rassurent. Il y a des facteurs qui rassurent et la confiance, elle est inhérente aux investissements. Que ce soit les investisseurs nationaux, que ce soit les investisseurs étrangers, évidemment, tout cela concourt à augmenter vraiment la confiance et la croissance et l'emploi dans l'économie. Nous avons un avantage, une opportunité, mais que nous n'arrivons pas toujours à saisir pleinement. C'est les transferts unilatéraux, les fonds de la diaspora. En 2023, la Banque mondiale a dit que nous avons reçu, à travers les circuits financiers, 631 milliards de Maliens de l'étranger. Circuits financiers officiels. Officiels, les circuits financiers officiels. Non, le reste, c'est de main à main. Bon, donc ça, c'est officiel. C'est au moins plus important. 3 ou 4 fois. Au moins 2 fois. Minimum, c'est au moins le double qui circule à travers les circuits non officiels ou officieux. Mais tout cela va dans la consommation, encore comme Khalil l'a dit. Mais si on arrivait à mobiliser, même mettre en place des fonds, des bons de la diaspora pour financer EDM, pour financer le 4e pont de Bamako, pour financer des investissements productifs pour le pays, le désenclavement intérieur et extérieur, pour financer le stock de produits pétroliers. Parce que, vous savez, aujourd'hui, notre premier poste d'importation, ce sont les hydrocarbures. 35% de tout ce que nous achetons à l'extérieur, ce sont des hydrocarbures. Nous n'avons pas une goutte et nous sommes un pays enclavé. Donc, il va falloir quand même que nous réfléchissions à ces problématiques qui existent depuis l'indépendance, depuis 65 ans. Et il faut que nous avancions là-dessus. Alors, à entendre M. Makalou, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. Il y a des solutions qui existent. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à matérialiser ces solutions? Volonté politique. Mais il faudra qu'à un moment donné, qu'on se rende compte que des États bien avant nous ont tenté des solutions intelligentes. Lesquelles solutions intelligentes les ont permis de faire des grands pas, de s'aimer de grands écarts dans la marche du développement. Qu'est-ce qui pourra nous empêcher de le faire? Pour finir, un pays, c'est aussi des partenaires. Moi, je pense que les banques ont vraiment besoin de ça.
plus que n'importe quel acteur économique, les banques ont plus besoin de voir que le pays est en paix avec ses voisins, que le pays est en paix avec ses partenaires. Parce que le système bancaire est un système international. Admettons, même si demain nous sortons de l'UEMOA, même si demain on refuse de reconnaître la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest comme étant notre banque centrale, on sera dans une dynamique financière mondiale. Donc, ce qui fait que les acteurs économiques qui se veulent banquiers doivent effectivement collaborer toujours avec des gens, doivent effectivement respecter les règles prudentielles en matière de stabilité financière. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce sont ces éléments-là qui manquent à ce pays-là. Alors, en tant que Dr Khalid, on a l'impression que les choix politiques doivent forcément s'accommoder avec les ambitions économiques. Est-ce que vous êtes de cet avis? C'est indissociable. C'est indissociable. Les politiques publiques, la politique économique fait partie des politiques publiques qui sont élaborées et mises en œuvre par les autorités politiques. C'est clair. Donc c'est indissociable. Maintenant, moi ce que je pense, c'est quand même que l'État a plusieurs fonctions. La fonction de régulation de la conjoncture, la fonction de répartition des revenus. Mais, vous savez, l'État a la fonction de régulation de la conjoncture, je l'ai déjà dit. Mais dans tout cela, l'État peut intervenir ou l'État peut être un État libéral. Mais le bien-être des populations, l'objectif de tout dirigeant, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Et cela, comme l'a dit Dr Khalid, évidemment, la vision politique est très importante, la vision stratégique aussi, parce que la mise en œuvre des politiques publiques, c'est ce qui permet de dire si nous avons atteint les résultats ou pas. Et donc la gestion axée sur les résultats nous permet d'ajuster, lorsque nous n'atteignons pas les objectifs, de faire les ajustements nécessaires pour atteindre ces objectifs, parce qu'on peut se fixer des objectifs et ne pas les atteindre. Mais le développement, c'est un processus. Et évidemment, il faut quand même faire en sorte que la gouvernance soit effective. Parce que nous sommes dans les difficultés de la crise multidimensionnelle depuis 2012. Pourquoi? Et nous avons des ruptures institutionnelles depuis 65 ans. Pourquoi? À cause de la mauvaise gouvernance. Ça veut dire quoi? Comment nous administrons et comment nous gérons nos ressources. Que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources financières, que ce soit les ressources matérielles. On dit que nous sommes un pays pauvre, nous ne sommes pas un pays pauvre, c'est un pays qu'on appauvrit tous les jours parce qu'on n'a pas le leadership politique. Sans le leadership politique, sans la vision stratégique, sans les ressources humaines, sans la volonté politique d'accomplir un certain nombre de choses, les réformes conjoncturelles, c'est-à-dire du moment, et les réformes structurelles qui permettent quand même d'aller vers cette transformation structurelle, évidemment, nous allons continuer de tourner en rond, à nous endetter pour financer la consommation, à ne pas transformer nos produits d'exportation, je vous l'ai dit, et c'est cela qui peut permettre d'augmenter les revenus des populations et qui va nous permettre aussi de créer des emplois dans nos pays. Parce que le défi, je l'ai dit, c'est de transformer le défi démographique en dividende démographique et donner à cette jeunesse les moyens de son existence, c'est-à-dire en tant que dans l'enseignement, dans la santé, dans la nutrition, etc. Et avoir des emplois durables et décents. Si nous ne faisons pas ça, je pense qu'il va falloir quand même craindre pour l'avenir. Dr Khalid, une belle dynamique avec l'AES aujourd'hui en termes de synergie bancaire. Quelles peuvent être les alternatives pour redorer le blason de nos systèmes bancaires à l'échelle AES? Personnellement, moi, je pense qu'il faut voir au-delà de l'AES. En fait, si nous voulons réussir une intégration à la fois pleinement économique et monétaire, il faut voir comment se fait pour qu'on puisse avoir d'autres États beaucoup plus intéressants avec nous. Cela n'enlève pas en rien le fait qu'on ait aussi des États intéressants. Mais moi, je pense que personnellement, quand vous prenez le Burkina et le Mali, presque nous sommes plus complémentaires que des substituts.
au-delà des banques, bien évidemment. Donc, j'estime que nous fabriquons presque les mêmes produits. Nos économies ont presque la même structuration. Or, l'intérêt d'être dans une union monétaire ou économique, c'est de pouvoir effectivement se compléter. Dernière question pour vous, M. Makalou. Quels sont aujourd'hui les critères d'évaluation et d'efficacité de la productivité d'une banque? Non, on l'a dit. Si vous demandez aux banquiers, les actionnaires vont dire la rentabilité de la banque. Exactement. La rentabilité, la liquidité, la solvabilité. C'est ça. Tout cela, mais pour moi, quand même, l'objectif, le rôle principal d'une banque, c'est quand même de financer l'économie nationale. C'est de financer les entreprises, les ménages et l'État, mettre à leur disposition les liquidités, mais aussi de collecter l'épargne nationale pour des projets d'envergure. Moi, j'aimerais bien voir les banques plus présentes sur des projets structurants. Les banques de développement, elles sont pratiquement inexistantes de nos jours, mais tout cela avait été créé au début de l'indépendance, même si elles ont montré leurs limites, parce que, évidemment, avec des problèmes de solvabilité et de liquidité. Mais je pense que nous devons tirer les enseignements de tout ce qui a été fait dans ce pays depuis 65 ans. On ne refait pas la roue. On ne refait pas la roue. On peut se tromper de bonne foi. Mais il faut essayer, il faut être de bonne foi aussi, il faut quand même rassembler le maximum d'expertise pour se donner les chances de réussir, mais il faut surtout regarder derrière soi pour savoir jusqu'où on va, parce que si vous voulez recommencer les mêmes erreurs que nous avons faites, parce que je rappelle à ceux qui disent on doit créer notre monnaie, j'ai dit oui, c'est une bonne chose, mais on l'a déjà fait en 62. C'est clair. Et pourquoi on a rejoint le CFA par la suite? Est-ce que c'était pas la mauvaise foi des dirigeants? C'était ceux qui nous avaient apporté l'indépendance. Et c'est dans la mort dans l'âme qu'ils sont rentrés encore dans les accords franco-maliens de 1967, qui ont amené d'abord une dévaluation du franc malien. Et on a attendu 17 ans pour rejoindre encore le CFA. Donc ne refaisons pas les mêmes erreurs. Réfléchissons avant d'agir, parce que évidemment, il paraît que le cerveau de l'homme politique doit être dans sa tête plutôt que dans son cœur. Dr Khalid, dernière question pour terminer avec vous. 2 minutes. Quelle perspective structurelle pour favoriser l'inclusion financière au Mali? Moi, je pense qu'il faut de la stabilité. Il faut de la stabilité. Il faut permettre à la plus grande partie de nos concitoyens, de nos compatriotes, d'avoir accès aux produits banquiers, aux produits financiers, sans pour autant vraiment fournir ces efforts aussi compliqués qu'on a l'habitude de voir ici et là. Et il faut également une vision économique. La banque est un instrument dans l'économie. Et non, c'est pas le contraire quoi. En fait, la banque elle est là pour aider l'économie, mais encore une fois, c'est l'économie ou les dirigeants de l'économie qui doivent effectivement avoir le cap, qui doivent fixer le cap. Pour un élément en complément de ce que Léné disait tout à l'heure, moi je pense qu'il faudrait se rendre à l'évidence qu'en matière de monnaie, ça dépasse, vous m'excuserez pour l'expression, les désirs fantasmagoriques. En fait, la monnaie, c'est quelque chose qui est trop technique et trop sérieux. L'économie, la monnaie s'assoit sur une économie, c'est pas le contraire. C'est vrai. En fait, l'économie ne s'assoit pas sur la monnaie. On ne se lève pas pour dire on va créer une monnaie pour développer l'économie. C'est-à-dire il faut avoir une économie structurée, une économie relativement solide pour effectivement garantir la monnaie. La monnaie, c'est un instrument d'échange. Derrière, il faut effectivement une confiance. Et cette confiance-là, on la découvre dans une économie qui est solide. Donc, loin des débats, on va dire, d'émotion, moi j'estime qu'il faut beaucoup plus prendre cette question avec beaucoup plus de sérieux. Ça fait une belle introduction. Vous avez ouvert la brèche. J'espère que vous ne manquerez pas de revenir sur ce plateau pour en débattre avec d'autres personnes qui ont un point de vue différent. Merci à vous, M. Makalou, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour tous vos efforts en termes de vulgarisation des sciences économiques. Merci, Dr Khalid, pour vos éclairages que nous avons pris plaisir à écouter. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro de Recto Verso. D'ici là, continuez à suivre D3 TV. Nous vous proposons des programmes à la fois alléchants et instructifs qui aideront chacun de nous à mieux comprendre les enjeux structurels de notre pays.